Hier, un train de fret russe est entré en territoire iranien. Il transportait la plus grande livraison d'armes par voie terrestre de toute cette guerre. 85 wagons de marchandises, plus de 3000 km de rails, 6 jours de transit continu à travers 3 pays et une méthode de livraison que personne n'avait anticipée. Le train est entré en Iran au poste frontalier de Sarak le 2 mai 2026, après avoir traversé la Russie, le Kazakhstan et le Turkménistan sur une infrastructure ferroviaire de l'époque soviétique qui a continué de fonctionner discrètement tout au long de ce conflit. Ce qui a franchi cette frontière représente un changement fondamental dans la manière dont la Russie soutient l'effort de guerre de l'Iran. Il ne s'agit plus d'un réapprovisionnement d'urgence, il s'agit d'une logistique à l'échelle industrielle. Le 26 avril, un train de fret a quitté Astrakhan en Russie, une ville située sur la Volga, à environ 500 km au sud de Moscou. Le train était composé de 85 wagons de marchandises tirés par 3 lourdes locomotives diesel. Le manifeste de cargaison indiquait de l'équipement industriel et des matériaux de construction. Le contenu réel était composé de véhicules militaires et de munitions. L'itinéraire suivait le corridor international de transport nord-sud, un réseau ferroviaire de l'époque soviétique reliant la Russie à l'Iran par l'Asie centrale. C'est pas une nouvelle route. C'est une infrastructure de la guerre froide qui n'a jamais cessé de fonctionner. Le train est entré au Kazakhstan le 27 avril, à la gare frontalière d'Aksayskaya, puis a roulé vers le sud à travers les régions désertiques de l'ouest du Kazakhstan, couvrant environ 1200 km en 2 jours. L'itinéraire est passé par Baineux avant d'atteindre la frontière du Turkménistan à Bolachak le 29 avril. À partir de cette frontière, entre le Kazakhstan et le Turkménistan, le train a poursuivi sa route vers le sud-est à travers le réseau ferroviaire turkmène. Il a parcouru 800 km à travers le désert et la steppe. La route est passée par Turkmenbashi, sur la côte caspienne, puis vers l'intérieur du pays par Ashgabat, la capitale du Turkménistan, avant d'atteindre la frontière iranienne à Sarak le 2 mai. Distance totale environ 3000 km. Temps de transit total, 6 jours. À 9h15, heure locale, le 2 mai, le train est entré en Iran. Les responsables ferroviaires iraniens ont confirmé son arrivée. Les gardes-frontières ont escorté le train jusqu'à une zone de rassemblement militaire située à 15 km à l'intérieur du territoire iranien. Le déchargement a commencé dans les 3 heures. Les agences de renseignement occidentales ont suivi le déplacement du train à l'aide d'images satellites et de renseignements d'origine électromagnétique. Chaque passage frontalier a été détecté. L'itinéraire a été cartographié. La cargaison a été identifiée et les États-Unis n'ont rien pu faire pour l'arrêter. Maintenant, parlons de ce qui se trouvait dans ce train, parce que l'ampleur est stupéfiante, 85 wagons transportant de l'équipement militaire. La répartition est la suivante, plus de 40 véhicules blindés, des chars de combat principaux T-90 chargés sur de lourds wagons plats, des véhicules de combat d'infanterie BMP-3, des véhicules blindés de transport de troupes BTR, 8-2, des tracteurs d'artillerie, tous opérationnels, tous prêts au combat, 20 wagons chargés de munitions, d'obus d'artillerie dans des conteneurs scellés, 2 projectiles de char, 2 munitions pour armes légères, d'explosifs, pour un poids total estimé à plus de 1000 tonnes. 15 wagons-citernes de carburant, du diesel pour les véhicules et les génératrices, suffisamment pour soutenir des opérations mécanisées pendant des semaines. 10 véhicules de maintenance et de soutien, des ateliers de réparation mobile, des camions de communication, des véhicules de commandement. C'était pas des pièces de rechange, c'était l'équivalent complet de l'équipement d'une brigade mécanisée livrée en une seule expédition. Maintenant, regardons la comparaison de capacité, parce que c'est ici que l'importance stratégique devient claire. Un seul cargo de la mer Caspienne, comme ceux que la Russie utilise, peut transporter environ 20 à 20, 5 véhicules blindés selon la taille et la configuration. Le chargement et le déchargement prennent de 6 à 8 heures par port. Le trajet aller-retour de Makhatchkala à Bandar-e Anzali prend environ 5 à 6 jours, temps portuaire inclus. Ce train transportait plus de 40 véhicules blindés. Cela équivaut à 2 livraisons complètes par cargo de la mer Caspienne. Mais le train a fait le trajet en un seul mouvement continu, sans retard portuaire, sans dépendance à la météo et sans devoir transférer la cargaison entre le navire et la rive.
Plus important encore, un train de fret peut transporter un poids total nettement supérieur à celui d'un navire d'échelle opérationnelle équivalente. Le train de 85 wagons qui est entré en Iran hier transportait une cargaison militaire estimée entre 3500 et 4000 tonnes. C'est 3 à 4 fois la capacité de chargement des navires russes qui traversent la mer Caspienne. Un train équivaut à 3 ou 4 livraisons par navire en volume total de cargaison, et les trains peuvent circuler en continu. La route de la mer Caspienne est limitée par le nombre de navires disponibles et par le temps nécessaire à chaque trajet aller-retour. La Russie exploite environ 6 à 8 cargos adaptés au transport militaire sur la mer Caspienne. Chaque navire peut effectuer à peu près un aller-retour tous les 6 jours. Cela limite la Russie à environ 8 à 10 livraisons par mois par la route de la mer Caspienne, au rythme opérationnel maximal. La logistique ferroviaire est différente. Les trains de fret n'ont pas besoin d'attendre le retour des navires. Un nouveau train peut partir toutes les 48 à 72 heures si le matériel roulant et les locomotives sont disponibles. La Russie exploite des milliers de wagons de fret et des centaines de locomotives lourdes. La contrainte n'est pas l'équipement. La contrainte, c'est la capacité de chargement et la planification des voies. Si la Russie exploite le chemin de fer à une intensité même modérée, elle pourrait livrer 10 à 12 trains complets par mois. Chaque train complet équivaut à 3 ou 4 livraisons par navire en volume de cargaison. Cela représente une augmentation de 300 à 400% de la capacité totale de livraison par rapport à la seule route de la mer Caspienne. C'est pas une logistique de remplacement. C'est une logistique d'expansion. La Russie vient d'ouvrir un corridor d'approvisionnement parallèle avec 3 fois la capacité de chargement de sa route maritime existante. Maintenant, regardons pourquoi cette route est effectivement impossible à arrêter. Le train traverse 3 pays, la Russie, le Kazakhstan, le Turkménistan. Les 3 sont soit membres, soit alignés sur des organisations régionales de sécurité russes. Le Kazakhstan est membre de l'organisation du traité de sécurité collective aux côtés de la Russie. Le Turkménistan maintient une neutralité officielle, mais entretient des liens économiques et sécuritaires étroits avec Moscou. Il n'y a aucune base de l'OTAN le long de cette route. Il n'y a aucune installation militaire américaine. Il n'y a aucun actif de surveillance occidentale avec accès au sol pour surveiller ou interdire le trafic ferroviaire à travers les régions désertiques de l'Asie centrale. Les États-Unis peuvent suivre le train par satellite, mais les satellites ne peuvent pas arrêter un train. Et il n'existe aucun mécanisme militaire ou diplomatique disponible pour intercepter une cargaison de fret qui traverse le territoire souverain de 3 pays, autorisant son passage. La route est entièrement enclavée, aucune interdiction navale n'est possible, la route ne traverse pas les eaux internationales, elle ne passe pas par des points d'étranglement où des blocus peuvent être établis. Les sanctions économiques occidentales ne s'étendent pas aux opérations ferroviaires entre la Russie, le Kazakhstan et le Turkménistan. L'infrastructure ferroviaire est intérieure. Les locomotives sont de fabrication russe. La cargaison ne transite par aucune juridiction où les sanctions peuvent être appliquées. C'est un corridor d'approvisionnement qui existe entièrement hors de portée de la projection de puissance occidentale. Et il était là depuis le début. Le corridor international de transport nord-sud a été construit à l'époque soviétique précisément pour relier la Russie à l'Iran par l'Asie centrale. Après l'effondrement de l'Union soviétique, la route a continué de fonctionner pour le fret commercial. Elle est maintenant utilisée pour la logistique militaire. L'infrastructure n'avait pas besoin d'être construite, elle avait seulement besoin d'être activée. Maintenant, regardons le calendrier stratégique. La Russie livre du matériel militaire à l'Iran par la mer Caspienne depuis la mi-mars. Les livraisons par navire arrivent tous les 3 à 5 jours depuis 6 semaines, des munitions le 24 avril, des systèmes d'artillerie le 27 avril. La route de la mer Caspienne fonctionne presque à capacité maximale et maintenant la Russie ouvre une deuxième route. Le calendrier laisse croire que la route de la mer Caspienne a atteint son plafond opérationnel et que la Russie ajoute une capacité parallèle pour maintenir les taux de livraison. C'est de la planification logistique. C'est la transition entre le réapprovisionnement d'urgence et l'appui industriel durable. La progression est claire. Semaines 1 à 4,
Opération aérienne d'urgence pour des composants critiques, semaine 5 à 8, cargo de la mer Caspienne livrant de l'équipement lourd. À partir de la semaine 9, fret ferroviaire ajoutant une capacité de masse. La Russie fait mûrir son réseau logistique en temps réel. Chaque phase s'appuie sur la précédente. Chaque nouvelle route ajoute une capacité sans remplacer les méthodes existantes. L'Iran reçoit maintenant du matériel militaire par au moins 4 vecteurs de livraison distincts. Des navires commerciaux chinois par le détroit d'Ormuz, des cargos russes à travers la mer Caspienne, des trains de fret russes par l'Asie centrale et des convois terrestres pakistanais par les postes frontaliers occidentaux. 4 corridors d'approvisionnement séparés, 4 routes géographiques différentes, 4 méthodes opérationnelles différentes, et les États-Unis ne peuvent en interdire aucun sans déclencher une escalade que Washington a déclaré à plusieurs reprises ne pas vouloir accepter. Le calcul économique est aussi important. Le fret ferroviaire coûte nettement moins cher que le transport aérien ou maritime pour les cargaisons lourdes sur de longues distances. Le coût par tonne-kilomètre du fret ferroviaire représente environ 1/5 du coût du fret maritime et 1/12 du coût du fret aérien. La Russie déplace des milliers de tonnes de cargaisons militaires sur 3000 km. Le fer par avion coûterait des dizaines de millions de dollars par livraison. Le fer par navire coûte des millions. Le fer par train coûte des centaines de milliers. La Russie optimise les coûts à grande échelle. Cela indique une planification à long terme. La logistique d'urgence privilégie la vitesse au détriment du coût. La logistique soutenue privilégie le coût au détriment de la vitesse. La Russie fonctionne maintenant en mode soutenu. Les implications géopolitiques dépassent le bénéfice militaire immédiat pour l'Iran. Chaque train complet qui entre en Iran démontre que la Russie peut soutenir des partenaires stratégiques sur de vastes distances en utilisant des infrastructures auxquelles les puissances occidentales ne peuvent ni accéder ni exercer d'influence. Il ne s'agit pas seulement de l'Iran. Il s'agit d'établir une preuve de concept pour un modèle logistique qui contourne les points d'étranglement maritime contrôlés par l'Occident et fonctionne entièrement à l'intérieur d'un corridor aligné sur la Russie. Si la Russie peut soutenir l'Iran par une route d'approvisionnement terrestre de 3000 km, elle peut soutenir tout pays partenaire connecté à son réseau ferroviaire. Cela inclut une grande partie de l'Asie centrale, des portions du Caucase du Sud et potentiellement des prolongements futurs grâce au développement d'infrastructures. Le train qui est entré en Iran hier est une démonstration de capacité qui a des implications stratégiques bien au-delà de ce conflit précis. Maintenant, regardons ce que cela signifie pour la durabilité opérationnelle de l'Iran. Avant cette livraison, l'Iran recevait environ 500 à 700 tonnes de cargaisons militaires tous les 3 à 4 jours par les livraisons de la mer Caspienne. Ce rythme suffisait à compenser les pertes et à maintenir le tempo opérationnel actuel, mais il ne fournissait pas de surplus important pour étendre les opérations. La route ferroviaire vient d'ajouter une quantité estimée entre 3500 et 4000 tonnes en une seule livraison. Si la Russie exploite cette route à une fréquence même conservatrice, soit un train tous les 10 jours, cela ajoute 10 000 à 12 000 tonnes de cargaison par mois. Combiné aux livraisons de la mer Caspienne, la logistique terrestre russe à elle seule pourrait livrer de 15 000 à 20 000 tonnes de cargaison militaire par mois à l'Iran. Ajoutez les livraisons chinoises par Hormuz et les convois pakistanais, et la capacité totale de livraison de la coalition pourrait dépasser 25 000 tonnes par mois. Pour donner un ordre de grandeur, les États-Unis estiment que soutenir une division mécanisée en combat actif nécessite environ 5 000 tonnes de fournitures par mois. L'Iran reçoit maintenant un soutien logistique de coalition équivalent au maintien de 4 à 5 divisions mécanisées indéfiniment. Ce n'est pas une logistique de survie, c'est une logistique d'expansion. L'Iran reçoit du matériel à des taux qui dépassent la consommation. Les stocks sont en train d'être reconstitués. Les réserves s'accumulent. La guerre dure depuis 64 jours. L'Iran a maintenu des opérations de combat continu. Ses forces terrestres ont tiré des dizaines de milliers d'obus d'artillerie. Ses forces de missiles ont lancé plus de 2500 missiles balistiques. Ces unités blindées ont mené des opérations défensives sur plusieurs fronts. Les évaluations occidentales
du début mars prévoyait que les stocks de munitions de l'Iran seraient gravement épuisés à la mi-avril, que ses réserves de carburant diminueraient dangereusement et que les contraintes logistiques forceraient des pauses opérationnelles. Rien de tout cela ne s'est produit. Le tempo opérationnel de l'Iran n'a pas diminué. Les cadences de tir d'artillerie restent constantes. Les lancements de missiles se poursuivent. Les forces terrestres restent actives. La raison est visible dans les images satellites de trains franchissant des frontières, de navires accostant dans les ports et de convois traversant des cols de montagne. L'Iran ne mène pas cette guerre seul. L'Iran est soutenu par une coalition qui a construit un réseau logistique multivecteur spécialement conçu pour fonctionner au-delà de la capacité d'interdiction occidentale. Et chaque nouvelle méthode de livraison qui entre en service augmente la capacité totale et la redondance de ce réseau. La question à laquelle les planificateurs de défense occidentaux sont maintenant confrontés n'est pas de savoir s'ils peuvent arrêter des livraisons individuelles. La question est de savoir s'il existe un mécanisme quelconque pour perturber un réseau logistique qui fonctionne à travers 4 corridors géographiques. Un réseau qui utilise à la fois le transport militaire et commercial, qui emprunte des routes maritimes et terrestres, et qui traverse entièrement des pays alignés sur la Russie et la Chine. La réponse semble être non. Il n'y a pas de point d'interdiction unique. Il n'y a pas de point d'étranglement qui puisse être bloqué. Il n'y a pas de levier diplomatique capable de fermer simultanément les 4 routes. La mer Caspienne est enclavée. Le détroit d'Ormuz est ouvert au transport commercial chinois en vertu du droit maritime international. Le corridor ferroviaire d'Asie centrale traverse des pays alignés sur la Russie. La frontière pakistanaise est hors de portée opérationnelle américaine. Chaque groupe aéronaval déployé dans le golfe Persique ne peut pas arrêter un train de fret traversant le Kazakhstan. Chaque sortie de supériorité aérienne effectuée au-dessus de l'Iran ne peut pas intercepter un cargo accostant à Bandar Abbas sous pavillon chinois. Chaque sanction économique imposée à l'Iran n'empêche pas la Russie de charger de l'équipement militaire dans des trains à Astrakhan. L'écart entre la capacité militaire américaine et les options stratégiques américaines s'élargit à chaque livraison. Hier, la Russie a démontré que la coalition soutenant l'Iran est passée d'opérations de réapprovisionnement d'urgence à une logistique industrielle durable, capable de livrer des milliers de tonnes de cargaisons militaires par semaine par des routes que les États-Unis ne peuvent pas toucher. Hier, un train de fret russe est entré en Iran au poste frontalier de Sarak, transportant 85 wagons chargés de plus de 40 véhicules blindés, de 1000 tonnes de munitions, de 15 wagons-citernes de carburant et de véhicules de maintenance. Le train a parcouru 3000 km en 6 jours à travers la Russie, le Kazakhstan et le Turkménistan en utilisant une infrastructure ferroviaire de l'époque soviétique. Il s'agissait de la plus grande livraison d'armes par voie terrestre de toute la guerre. Et elle représente un changement fondamental. Le passage du réapprovisionnement d'urgence à une logistique industrielle durable. Un seul train de fret transporte une cargaison équivalente à 3 ou 4 livraisons par navire de la mer Caspienne. La Russie peut faire circuler plusieurs trains par mois, avec la possibilité de livrer 10 à 12 trains complets dont la capacité combinée dépasse 15 000 tonnes par mois. Combiné aux navires de la mer Caspienne, aux navires chinois passant par Ormuz et aux convois terrestres pakistanais, la logistique de coalition pourrait dépasser 25 000 tonnes par mois, soit l'équivalent du soutien indéfini de 4 à 5 divisions mécanisées. La route est impossible à arrêter. Le train traverse 3 pays alignés sur la Russie, sans présence de l'OTAN, sans installation militaire occidentale et sans point d'interdiction. Les satellites peuvent suivre le mouvement, mais ils ne peuvent pas arrêter du fret ferroviaire circulant à travers un territoire souverain. Le corridor est enclavé, hors de portée navale, et fonctionne en dehors de toute juridiction où les sanctions occidentales s'appliquent. La Russie vient d'ouvrir une route d'approvisionnement parallèle avec 3 fois la capacité de chargement de son corridor existant par la mer Caspienne. L'Iran reçoit maintenant du matériel militaire par 4 vecteurs distincts, navires commerciaux chinois, cargos russes de la mer Caspienne, trains de fret russes et convois pakistanais. 4 corridors séparés que les États-Unis ne peuvent pas interdire sans provoquer des confrontations que Washington n'acceptera pas.
Et le réseau logistique qui fonctionnait en mode d'urgence il y a 9 semaines fonctionne maintenant comme un appui industriel durable. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.